aussi nombreux. Donc j'ai à côté de moi monsieur Arthur Ténor et monsieur Laurent Pandaria qui va aussi nous aider à comprendre ce qu'est le harcèlement sur Internet, qu'on appelle le cyberharcèlement. Génial, oui. On a bien fait de venir. Bah oui. Qui veut prendre la parole en premier pour faire quoi, un témoignage? Ah oui, enfin, pour présenter simplement déjà. Voilà, je suis auteur jeunesse, je précise, par rapport à mon camarade peut-être. Donc ça veut dire que je m'intéresse particulièrement notamment aux collégiens. Donc j'ai écrit pour toutes les tranches d'âge, mais ce qui m'intéresse, ce sur quoi je vais exprimer le plus souvent, c'est les collégiens. Et je vais en collège, donc je connais aussi l'univers du collège, puisque je m'y rends, et puis que je discute, etc. Donc même si moi-même j'ai quitté le collège il y a quand même un paquet d'années, j'arrive à savoir ce que c'est. Et puisqu'on parle du sujet du harcèlement, quand je compare le harcèlement tel que je l'ai vécu quand j'avais 12 ans, 13 ans, et le harcèlement aujourd'hui, il y a une vraie différence. Moi j'ai connu des situations de harcèlement, personnellement, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai assisté, j'ai eu droit à des petites taquineries, des chicaneries, mais dans le pire du pire, le harcèlement n'a jamais fait l'actualité. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu parler d'un jeune qui s'était suicidé, qui avait fait une tentative de suicide par harcèlement. C'est le niveau de violence qui a changé. Aujourd'hui, on est à des niveaux de violence qui fait qu'un enfant est en danger de mort quand il est harcelé. Moi, je sais, enfin, aujourd'hui, quand j'avais, donc dans les années 70, il y avait des jeunes qui étaient vraiment très, très, je dirais, en souffrance, hein, mais voilà, c'est le niveau de violence qui a changé. Et non seulement le niveau de violence, mais aussi le niveau les modalités. Parce que quand on rentrait chez soi, on était à l'abri. C'est plus le cas, c'est fini. Ça veut dire que 24 heures sur 24, on est susceptible. Si le jeune il a son smartphone sous l'oreiller, il peut être harcelé jusque dans son sommeil. Ce qui est quand même nouveau, parce que bon, au mois de mon temps, hein, on n'avait pas tout ça. Donc c'est des sujets qui méritent effectivement une actualisation et d'en parler. Merci Arthur Ténor. Super. Donc en fin de compte, le cyberharcèlement existe sous plusieurs formes. Ça peut être des intimidations, des insultes, des moqueries, des menaces, des propagations de rumeurs, des usurpations d'identité, des piratages de comptes, Facebook et compagnie, des publications de photos et vidéos. Donc tout ça, pour avoir quelques chiffres, les plus concernés sont quand même les 13-16 ans. Donc c'est quand même assez jeune. 40% des élèves déclarent avoir été victimes d'une agression en ligne. C'est quand même pas rien. Et 20% des élèves sont harcelés en premier par un SMS. Donc les plus touchés, c'est les classes de CE2, CM1, CM2, ensuite le collège et en dernier le lycée. Donc après, il serait en France plus de 700 000 élèves être harcelés. Modérément, on ne parle pas de ceux où ça dépasse un peu la responsabilité des parents. Donc d'ailleurs, la responsabilité des parents est très importante, parce qu'on constate donc que les téléphones portables, c'est le moyen privilégié pour le harcèlement. Donc c'est aux parents aussi à responsabiliser, parce qu'ils ont tendance à considérer que les technologies numériques est un domaine réservé à leurs enfants et que leurs enfants ont davantage d'habilité à utiliser ce genre d'appareil connecté. Donc les parents doivent quand même mettre en garde sur l'utilisation de cet outil et surtout de respecter sa vie privée et la vie privée des autres. Toujours se mettre à la place de l'autre quand il va recevoir ce message qu'on va écrire sur les réseaux sociaux. Donc voilà, après pour tout ce qui est conseil on va laisser la parole peut-être à Laurent. Bonjour, alors moi je suis M. Pandaria, je suis professeur de philosophie au lycée dans le supérieur. Alors je ne vais pas citer de nom, mais justement moi je connais aussi quelques cas sur lesquels on a dû intervenir. Et je voulais plutôt parler des procédures.
Parce que là, il a sorti un document qui récapitule des conseils de bon sens qu'il pourra vous faire passer. C'est-à-dire que selon les situations, il y a des attitudes à adopter, il y a des procédures à mettre en place. Parce que dans l'éducation nationale, officiellement, la lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement est une priorité. Après, concrètement, comment c'est fait, comment c'est appliqué. Parce que quand on a, par exemple, le cas des élèves qui se font harceler, première chose à faire, par exemple, ça va être de prévenir les adultes, prévenir les parents, prévenir les professeurs, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'affaires de harcèlement qui sont tues. Parce que le gros problème aussi, comme tu le soulignais, c'est que ça a évolué. Avant, moi, quand j'ai 2 élèves qui se battent dans le couloir, je les vois, donc je vais les séparer, je sais. Mais le cyberharcèlement, s'il est à la maison, s'il est dans la cour, c'est pas du tout mon territoire, c'est pas ma salle de classe, donc ça peut être complètement invisible et ça peut passer inaperçu aux yeux de tous les adultes. C'est pour ça que c'est vraiment important que les enfants harcelés n'hésitent pas à le dire à un adulte, ou s'ils voient que leur copain se fait harceler, qu'ils n'osent pas le dire, il ne faut pas hésiter aussi à le signaler à des adultes. Après, nous, on a une procédure très spécifique qu'il faut respecter, c'est-à-dire que nous, quand on en reçoit des signalements, on va le faire remonter à notre chaîne hiérarchique, on va faire des rapports écrits pour être sûr que ce ne soit pas effacé. On va le signaler en premier lieu au CPE, qui est généralement le chef des surveillants, qui va recouper les informations, parce que des fois, ça peut être un faux témoignage. Hein. Mais si on a des témoignages qui se recoupent, si on en a 10, 20, forcément, il y a quelque chose. Souvent, c'est le CPE qui va intervenir, et dans la grande majorité des cas, le CPE, il règle ça dans la semaine, parce qu'il convoque les élèves, souvent, il connaît très très bien ses élèves, le ou la CPE, il convoque, il va leur passer un savon, il va leur expliquer en quoi c'est grave, parce que souvent, il y a des élèves qui n'ont pas conscience de la gravité de ce qu'ils font, et ça peut être facilement résolu. Après, il peut y avoir des cas plus graves, comme tu l'avais dit, ça va encore remonter dans la hiérarchie, c'est-à-dire qu'on va en parler au professeur adjoint, au proviseur, on peut faire des signalements jusqu'au rectorat pour signaler s'il y a eu une répétition de problème. Parfois, on peut aussi aller le signaler au commissariat ou à la gendarmerie, parce que nous, dans notre cadre professionnel, on est tenu de signaler les faits graves. Enfin, bon, pas les petits faits, parce que les petits faits, on est censé, on peut intervenir assez rapidement. Mais si on constate quelque chose d'extrêmement grave, qui effectivement menace la vie d'un élève, parce que nous, en plus, on connaît le passif, on connaît les cursus, les profils, là, certains professeurs, c'est déjà arrivé aussi que des collègues aillent faire des signalements au commissariat, à la gendarmerie. Ça peut être une main courante, que ce soit enregistré. Après, il y a la question, à part les enfants, il y a aussi la question des parents. Que faire quand on sait que son élève est harcelé ? La procédure, c'est d'en parler à l'équipe éducative, c'est-à-dire en parler au professeur principal de la classe, et en parler à un professeur. Il y a également l'écrit. Dans l'éducation nationale, on fonctionne beaucoup par écrit, donc il ne faut pas hésiter à faire une lettre pour dire ce qui s'est passé. Si on a des captures d'écran, il ne faut pas hésiter à faire des captures d'écran pour garder des traces de ce qui a été fait. Merci beaucoup. Alors, il faut savoir qu'une injure et une diffamation est punie d'une amende qui peut aller jusqu'à 12 000 €. Pour le droit à l'image, la peine maximum encourue, c'est 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Et l'usurpation d'identité peut être punie d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. La diffusion de contenu à caractère pornographique d'un mineur est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Sachant que les enfants étant mineurs, c'est les parents qui auront les conséquences des actes des enfants. Donc d'où l'importance de faire un peu plus de prévention et après d'être vigilant sur l'environnement scolaire, surtout l'environnement scolaire. Voilà, après je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais... Petite réflexion. Donc, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'enfer au collège, qui est basé sur qui a été inspiré par un fait réel, donc un garçon qui en 6e a été harcelé par un autre garçon. Je parle de ça pour parler justement de l'intervention des parents et des hiérarchies, etc. Pour te donner un exemple très concret et réel. Donc ce garçon se fait harceler à son entrée en 6e très violemment par le fils du maire ou d'un notable local, d'accord ? C'est important parce que alors d'abord, donc ce jeune qui est un très bon élève commence à avoir des difficultés, toutes les difficultés liées à l'angoisse, donc la peine à manger, les douleurs, la peur d'aller au collège, etc. Enfin bref,
Et sa mère m'a fait un témoignage dans le roman. Donc, elle a expliqué comment elle est passée à côté. Elle n'a pas entendu les premiers appels. Alors, elle a appelé ça premier appel au secours. Premier appel au secours, deuxième appel, troisième appel, quatrième appel, cinquième appel. Alors, le premier appel, c'est maman, on m'embête à l'école, il y a un garçon, il m'embête. Et la mère a eu le mauvais réflexe de dire mais tu sais, c'est peut-être parce que tu n'as pas été gentil. Elle a renvoyé la faute sur son gamin. En disant que si tu as des ennuis, c'est peut-être finalement parce que tu n'es pas assez gentil. Si tu étais plus gentil, le gamin dit. La faute étant renvoyée sur lui, la fois d'après, il a dit c'est pas la peine que j'aille me plaindre à ma mère, puisque de toute façon, c'est de ma faute. Donc il a renvoyé sur lui la culpabilité. Le deuxième appel, ça a été, je ne sais plus par cœur, mais enfin voilà, il est devenu violent, il est devenu rétif, enfin voilà, et la mère n'a pas compris d'où ça venait, évidemment, puisqu'elle n'avait plus le dialogue avec son fils. Ça s'est terminé, le cinquième appel, elle a retrouvé son fils pendu, donc dans sa chambre. Donc voilà son cinquième appel. L'enfant a survécu, d'accord, elle a décroché au dernier moment parce qu'elle n'entendait plus de bruit dans sa chambre, je ne sais pas quoi, mais vraiment ça s'est joué à quelques secondes, hein, elle aurait retrouvé son fils vraiment mort. Et donc, déjà, le témoignage des parents, c'est que c'est pas si facile que ça quand on est parent. Elle l'explique, je suis passé complètement à côté, j'ai pas compris. Quand elle a compris ce qui se passait, deuxième aspect des choses, parce que cet exemple est très complet, elle va voir le gamin, et le gamin a dit, entre guillemets, il y a des enfants, je ne vais pas le dire, mais je t'emmerde, quoi. Je fais ce que je veux, de toute façon, machin. Et l'enfant harceleur n'a pas du tout voulu entendre le message. Pour lui, il était dans une situation, il était le plus fort, il était le dominant. Donc elle est allée voir l'administration du collège, et là, ils se sont heurtés à une chose, ouais, mais c'est le fils de... On ne peut rien faire. Vous comprenez, machin, ses ennuis, mais parlez à votre fils, et machin, et qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vous qui êtes la mauvaise mère, en fait, vous ne savez pas maîtriser votre gamin. Donc le gamin, voilà, il a fallu attendre la troisième tentative de suicide pour qu'enfin il se passe quelque chose. Et donc c'est terrible. Et je voudrais terminer avec ce témoignage, je ne vais pas être trop long. Hein. J'ai rencontré ce garçon, et c'est pour parler des conséquences du harcèlement des années plus tard. Donc je l'ai rencontré, j'ai discuté longuement avec lui. Ce garçon, donc, s'était fait harceler en 6e, moi j'ai rencontré quand il était en 4e. Et on discutait, donc on était une terrasse de brasserie, de café. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce garçon, quand je discutais avec lui, il ne parlait pas comme un adolescent, il parlait comme un petit adulte. J'avais avec nous un jeune adulte de 14 ans. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur, son enfance avait été brisée. C'est-à-dire qu'il n'avait plus l'insouciance, la jeunesse, je sais pas, enfin, c'est une manière de parler, un adolescent. Non, c'était un petit adulte. Et après, en aparté, j'ai discuté avec sa mère, elle m'a dit, vous savez, on l'échappait belle d'une autre façon, c'est que ce garçon était devenu misanthrope, et il était devenu, c'est-à-dire qu'il estimait que les êtres humains étaient mauvais. En fait, il devenait fasciste. C'est-à-dire, il disait, il y a les bons et les mauvais, et les bons, c'est des gens comme moi, et on va te faire plier les mauvais. Il devenait véritablement quelqu'un qui était capable de devenir très très méchant, c'est-à-dire une forme de dérive fascisante. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Et sa mère a réussi à le faire comprendre que ce ne sont pas les humains qui sont mauvais, ce sont des humains qui effectivement peuvent être mauvais pour des raisons diverses et variées. Et là, il a enfin compris qu'au fond, ce n'était pas l'être humain et l'humanité qui étaient mauvaises, mais qu'il fallait au contraire, peut-être, il y avait un problème d'éducation, parce que c'est un garçon intelligent. Et vous imaginez, si elle n'avait pas eu une mère pour lui faire voir la nouvelle voie, comment il aurait terminé ce gamin? Dans quel parti extrémiste, avec quelle vision du monde il aurait eu? Et un état de guerre, quand il aurait été? Vous imaginez un peu? Il serait peut-être parti, devenu djihadiste par exemple, je ne sais pas moi, hein. Ça m'a beaucoup frappé. Hein. Merci. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Effectivement, je rejoins complètement ce qu'a dit M. Ténor sur le fait que parfois il y a des conséquences
visible quand il y a une grande affaire médiatisée, mais qu'il y a beaucoup de conséquences invisibles sur les enfants qui sont harcelés, sur les dégâts à long terme. Alors on parle beaucoup par exemple de phobie scolaire à notre époque. La phobie scolaire, c'est les enfants qui ont peur d'aller à l'école. Bon, j'ai l'impression que derrière ce terme, parfois on groupe un peu tout et n'importe quoi, parce qu'il y a vraiment des enfants qui sont suivis médicalement pour les phobies scolaires. Et il y en a, c'est peut-être parce qu'ils se font harceler et qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école aussi, hein, ça peut se comprendre. Donc bon, on sait, c'est moins médiatisé, moins grave, mais c'est quand même de la souffrance au quotidien qu'il s'agit de prendre en compte. Il y a encore le problème, je suis tout à fait d'accord sur le fait que parfois c'est très difficile à identifier, que ça peut être les parents ou d'autres adultes qui ont du mal à voir effectivement ce qu'on appelle les appels à l'aide, et que c'est pas évident. C'est pour ça que faut avoir un peu la démarche de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les enfants qui ont des problèmes, il ne faut pas hésiter à le dire, les adultes qui voient des problèmes, il ne faut pas hésiter à le signaler. Je voulais parler aussi d'un cas, alors la personne ne veut pas venir en parler, mais je vais en reparler sans citer de nom. Il y a eu le cas par exemple d'un enfant qui était harcelé au collège. Au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, il en a eu marre, il a fini par se battre avec un de ses harceleurs, il lui a cassé la figure. L'enfant harcelé, passant conseil de discipline, il a été exclu. Donc là, raconter comme ça peut paraître injuste, mais ce que je vais préciser, c'est que du point de vue des enseignants, moi ça m'étonne pas que mes collègues, je connais pas les collègues en question, mais ça m'étonne pas qu'ils aient réagi ainsi, parce qu'on ne tolère pas la violence. Donc si un enfant va casser la figure à un autre, il va être exclu, c'est normal, c'est la procédure. Ce qu'auraient dû faire l'enfant et les parents, on va dire dans l'idéal, hein, mais on sait bien que c'est difficile, ça aurait été de le signaler vraiment en amont à l'équipe éducative, le signaler au professeur, faire des rapports écrits, vraiment écrire une lettre, par exemple au collège, pour signaler les faits, les insultes, les agressions, les taquineries, voire ne pas hésiter à aller au commissariat pour déposer une main courante si effectivement il y a des faits répétés, parce que le jour où ça éclate, parce que moi je peux comprendre qu'il y ait des enfants harcelés qui en aient marre et qui sont poussés à des extrémités, s'il y a des preuves écrites, s'il y a des témoignages, des preuves, là on peut voir un petit peu ce qui s'est passé. Que si tout est invisible et qu'on voit seulement une bagarre, évidemment l'équipe éducative elle va appliquer la procédure, exclure le fautif. C'est pour ça que c'est vraiment important je ne sais pas s'il y a un terme pour dire le contraire de rendre invisible, rendre visible. C'est important de rendre visible quand il y a ce genre de problème. Surtout quand on voit le nombre d'échanges par jour qu'il y a sur les réseaux sociaux sur une seule personne, c'est énorme. J'ai fait des interventions scolaires sur le thème du harcèlement et une fois j'ai eu la chance de faire conjointement avec une lycéenne qui est revenue dans son collège et qui a expliqué comment au collège elle avait été harcelée par ses camarades collégiens. Elle a donné, je donne pour abonder dans ton sens, donc la situation de harcèlement a commencé tout simplement parce qu'elle est arrivée, elle était gothique. Et elle est arrivée avec un t-shirt qui était le même que celui d'une autre fille de la classe, un jour à la classe. Et donc c'est là où tout a basculé, puisque l'autre, jalouse, a été une dominatrice, donc elle a fédéré des classes autour d'elle, etc. Et le harcèlement a commencé. Et puis elle en a parlé à son père, donc elle explique qu'elle en a parlé à son père. Son père, très subtilement, lui a dit bah, « t'as qu'à lui retourner une calotte, comme ça tu seras tranquille ». Ce qu'a fait la fille. Et c'est là où toute la classe s'est fédérée contre elle. C'est-à-dire que le résultat de cette réaction violente a été tout simplement que les quelques-uns qui n'étaient pas concernés par le harcèlement se sont dit, voilà, en plus comme elle était gothique, ils se sont tous ligués contre cette fille qui était en fait la victime. Donc effectivement, la violence, c'est pas le sujet. On peut parler aussi un petit peu du cyberharcèlement, puisqu'on est là dans... Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un sujet que je connais moins. J'ai juste écrit un petit bouquin là-dessus qui s'appelle « Je suis bolos mais je me soigne » où c'est un jeune qui est bolos, donc il est déclassé, donc il perd confiance en lui complètement, puisqu'en fait, à partir du moment où je sais pas moi, il est dans la file pour aller à la cantine, tout un bolos et le plus costaud lui passe devant, c'est ça le quotidien d'un bolos, hein, sans être harcelé. Parce que ça, c'est pas du harcèlement, c'est simplement, voilà... Le matin, il arrive, il se prend une claque, c'est pas du harcèlement, c'est simplement pousse-toi de là, c'est le déclassé. Donc, par contre, il commet une erreur, ce jeune, et c'est ce que j'ai voulu dire dans ce bouquin, c'est que pour se rendre populaire, il se crée une identité
mais une fausse identité sur Internet à travers Facebook qui est en usurpant l'identité de quelqu'un. Donc il pique des photos sur Internet et il se cache derrière. Et il fait croire à sa classe, et il commence à vouloir récupérer des photos coquines de la part de ses camarades pour les faire après, vous voyez, pour se venger en quelque sorte. C'est-à-dire que il entre en contact avec un de ses, pas harceleurs, mais des jeunes qui le bousculent, en se faisant passer pour une fille super mignonne et tout ça, en lui disant voilà, je vais arriver dans la classe, je serai nouvelle et tout ça, t'appelles comment, machin, donc ils échangent. T'aurais pas une photo de toi en maillot de bain, enfin je sais pas, t'aurais un truc, et lui avec Photoshop, il veut faire des trucs, il balancer ça sur le net. Enfin, vous voyez un peu le truc. Ça, c'est du réel. C'est-à-dire que les jeunes qui sont là, qui se rendent pas forcément compte, si un jour ils ont un coup de Facebook, qui mettent une photo en ligne, par exemple une photo, ils sont comme ça, un selfie, d'accord? Eh bien moi j'ai pu démontrer dans une classe où j'ai travaillé, j'ai fait un atelier d'écriture, on met une bouteille de whisky dans la main du gamin, et en fait il se retrouve en train de faire la fête avec une bouteille de whisky à 12 ans, 13 ans, et ça c'est ad vitam aeternam, c'est-à-dire le monde entier, et jusque quand il a cherché du boulot, on va le voir avec une bouteille de whisky en train de faire le zouave, alors qu'en fait c'était simplement un montage Facebook, un montage Photoshop. Et là j'ai été gentil parce qu'on peut faire d'autres choses, on peut le déshabiller complètement. Oui, pardon. À ce sujet-là, je dirais même que c'est bien plus qu'ad vitam aeternam. C'est bien plus qu'à vie, c'est à éternité. C'est-à-dire que même après la mort de cette personne, cette image restera là. Voilà. Il faut prendre conscience aussi de ça. Alors, la loi évolue, parce que depuis 2016, on a le droit à l'oubli. C'est-à-dire qu'en France, on peut exiger de Facebook et de Google qu'ils effacent les données vous concernant. Et c'est la loi. Donc ça veut dire qu'ils ont obligation de le faire. Et si jamais on trouve une photo, ben, vous portez plainte contre Google, Facebook et les autres réseaux, Instagram. En France, par contre, si c'est hébergé, si vous passez par l'étranger, là... Comment est-ce qu'on peut agir dans les établissements au niveau du cyberharcèlement? Parce que alors moi je suis assistante d'éducation et j'ai entendu de la part de mes CPE, bah oui mais ça se passe sur internet alors on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'équipe éducative? Alors, effectivement, c'est très compliqué parce que, comme je disais, c'est pas forcément dans la surface qui est gérée. Mais bon, en général, les CPE sont très très réactifs, ils se tiennent au courant, ils suivent les comptes Facebook, les comptes Twitter. Donc, souvent, ils repèrent les cas de harcèlement comme ça. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que on ne sait pas forcément qui est derrière les comptes, donc il faut pouvoir identifier. L'avantage, c'est que comme tout est public, dès que c'est rendu public, il est facile de faire des captures d'écran ou de récupérer des informations pour ensuite monter un dossier, pour ensuite justifier des sanctions au sein de l'établissement ou même enclencher des procédures commissariales. Parce qu'au sein de l'établissement, c'est compliqué, vu que les faits se passent en dehors de l'établissement. Est-ce qu'on peut faire un lien, quelque chose? C'est compliqué, mais alors moi en général ce que j'ai eu c'est que soit les professeurs on convoque les élèves en leur face un savon et ça se calme, ou soit les CPE les convoquent parce qu'ils connaissent aussi la cour, l'internat, ce genre de choses. Dans la majorité des cas, on explique, on sermonne et ça revient dans le droit chemin parce que souvent les enfants n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Dans les cas graves, on enclenche des procédures. Oui, donc si on ne peut pas agir, on a quand même une mission d'alerter les autorités qui peuvent agir. Un point de détail. 1, 2, 3. Juste un petit point de détail. Il y a quelque chose qui manque. On dit qu'il faut donner, faut parler, la parole, l'éducation, etc. Ce qui manque, moi, le sentiment que j'ai, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que les jeunes, comme les parents, n'ont pas assez une conscience aiguë de leur responsabilité. Quand on dit c'est 15 000 € pour l'usurpation d'identité, ils ne s'en rendent pas compte. Et moi je trouve qu'on n'insiste pas assez sur l'idée que vous risquez la prison, vous risquez des amendes, vous risquez le juge si vous faites une bêtise. Que derrière votre écran, toi le jeune de 12 ans, avec ton adresse IP, je saurai exactement qui tu es, où tu habites et quel est ton numéro de téléphone. Si on disait ça très clairement, moi j'ai testé dans les classes, monsieur, ben non monsieur, non, je peux savoir exactement qui tu es, à quelle heure tu as posté ta fausse information, exactement, je te retrouve si je veux, comme si tu étais un terroriste.
Et je vais te dire, on va te traiter comme un terroriste. Si tu harcèles un gamin, tu es un terroriste, tu terrorises une personne et on va te traiter comme tel. Oh monsieur, ben oui, donc réfléchis bien avant d'envoyer une fausse information, tu seras considéré comme quelqu'un qui est un criminel. Et je peux vous assurer que quand on emploie ce langage-là, parce que moi je me suis rendu compte, oui, il faut parler, il faut discuter, gna gna gna. Si vous saviez le vrai harceleur, la vraie crapule, mais il s'en fout complètement, il se bidonne en écoutant ça. Il dit, ouais, ben, le harceler, il peut toujours, de toute façon je le cogne à la sortie. Et si c'est pas moi, ce sera mon grand frère. Par contre, si la responsabilité comme ça, moi, dans les discussions que j'ai avec les jeunes, je leur mets le doigt là-dessus sur... attention, hein, ça rigole pas quand même, il y a des lois dans ce pays. Les gendarmes de Saône-et-Loire font des sensibilisations. Moi j'en ai croisé justement qui me disaient ils intervenaient aussi dans les collèges pour en parler, justement pour expliquer, je crois qu'ils étaient intervenus à Charolles par exemple, pour expliquer clairement ce que tu disais, le fait que la police française, à la différence de la police américaine, peut avoir accès par exemple aux ordinateurs, aux IP, suivre en cas de problème. J'avais une réflexion en fait concernant les harceleurs. Je pense que aussi pour eux, peut-être un peu leur moment de gloire en fait. Quand ils lancent une vanne, quelque chose comme ça sur un réseau social, le problème c'est qu'après il y en a d'autres qui mettent j'aime, qui... C'est ça, ça fédère. Et en fait, finalement, tout le monde est... tous ceux qui participent à ça sans forcément s'en rendre compte, mais mettre un j'aime sur une vanne, sur un adolescent, c'est aussi quelque part aussi le harceler. Et puis en plus, ça encourage le harceleur à continuer, quoi. C'est pour ça que dans les recommandations, quand on est témoin, il faut essayer de ne pas en rire et plutôt soutenir le bon côté des choses. C'est vrai qu'il n'y a que de la prévention et de la responsabilité des parents pour faire quelque chose pour l'instant. On n'a pas beaucoup d'outils pour l'instant pour se battre contre tout ce harcèlement. C'est devenu des faits divers et en fait les gens ne se rendent pas compte, mais tous les mois il y a des jugements qui sont faits pour des choses plus ou moins graves, mais les gens ne s'en rendent pas compte. Pour le piratage, par exemple, on arrive à tracer les gens pour leur envoyer des lettres. Il faudrait faire la même chose avec le harcèlement. Hein. On trace, on envoie un message avec le logo de français, la bleu, blanc, rouge, Marianne, et on dit voilà, attention, vous venez d'être repéré. Je peux vous assurer que ça calme, hein. Ça a calmé hein, pour le piratage. Hein. Bon, pas les vrais pirates, mais ça va calmer. Et ça montre qu'ils sont sous surveillance. Alors c'est peut-être pas bien pour la liberté publique, ce qu'on dit, etc. Mais en attendant, ça protège. Je suis enseignant en collège. Alors nous, on a connu le cyberharcèlement, on a connu le suicide de nos jeunes. Donc on tente de faire des choses. Il y a des organismes qui proposent ça en prévention. Alors on est d'accord, c'est que de la prévention. Mais la façon dont ils le font est justement ils arrivent dans un collège et déjà, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont récupérer les comptes Facebook de tous les gamins du collège. Ils vont les dire, voilà, moi je sais que toi tu fais ça, toi tu sais ça, toi tu sais ça, toi tu fais ça, tiens j'ai ta photo, etc. Ils font du concret. Et il y a des méthodes qui permettent justement, en faisant prendre conscience aux élèves que c'est pas un journal intime, un réseau social. Aux élèves et à leurs parents, ça encore c'est un autre problème. Mais malgré tout, ça ancre bien parce que ces gens qui viennent de l'extérieur du collège, d'un seul coup, nous montrent qu'ils peuvent tout savoir sur ces inconnus, en fait. Tout à fait, ouais, bien. Puis, bon, vous l'avez dit, hein, c'est aussi une question de pouvoir. Je parlais de journal intime. D'un seul coup, on a notre vie qui, apparemment, devient intéressante, qui intéresse du monde, etc. On est dans ce problème de relation de pouvoir. Moi, j'ai l'impression que mon métier change énormément. J'étais là pour enseigner, je suis là pour sauver des vies. Bon, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que cette génération qui se suicide est avant tout une génération non pas qui ne se sent pas écoutée, mais qui ne se sent pas entendue. Et c'est là que j'ai du mal avec eux, c'est comment leur offrir ce qu'ils demandent parce qu'on ne leur offre pas, quoi. On les écoute, oui, on a des structures d'accueil, de plus en plus tout est relatif, on est bien d'accord. Mais pour entendre vraiment ce qu'ils ont à nous dire, pour voir vraiment où est le vrai problème, et puis il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire à un inconnu, à tout le monde. Moi je suis qu'un simple professeur de musique, mais vu que j'ai énormément de classes, je vois les 2/3 du collège à moi tout seul en une semaine, et je suis confronté, je remarque que ça, c'est moi que les élèves viennent voir. Pas l'infirmière, pas l'assistante sociale quand ils sont là, moi.
Et moi, je dois... alors, je relaye après l'information, tout ce que j'apprends sur eux, tout ce qu'ils me disent, enfin, ils me parlent de tout. Mais je relaye, mais malgré tout, il faut que je sois formé. Et ma seule formation aujourd'hui, c'est mon expérience. C'est tout ce qu'on a vécu, c'est le fait qu'on veuille arrêter ça et qu'on se batte avec des parents à faire des choses, quoi. C'est pour ça que c'est difficile et il faut qu'on arrive à développer des choses pour contrer un peu ce phénomène, quoi. Avant que ça prenne, enfin ça a déjà pris beaucoup d'ampleur. Mais... Ouais, c'est difficile parce C'est qu'on très, se très sent dur, seul. c'est très Vous dur. avez parlé de faits divers et c'est vraiment ça le problème. Moi, je vois dans le journal, tous les mois, je m'appuie dessus, tous les mois, il y a des faits divers comme ça, donc c'est quand même grave que ça soit devenu des faits divers. voilà. Oui, moi, j'arrive pas à voir si de l'extérieur, on se rend compte du problème que l'on vit vraiment à l'intérieur et que c'est tout le temps là. C'est pas qu'une fois de temps en temps comme ça, c'est... Si je puis me permettre, il y a quand même des choses qui se font en ce moment et qu'il faut quand même voir, parce que là, il y a tout le monde qui est un petit peu... il y a quand même des grandes campagnes qui sont mises en place en ce moment, que ce soit par le ministère de l'Intérieur, que ce soit par le ministère de l'Éducation, que ce soit par les préfectures de police pour Paris, ou les préfectures tout court. Il y a sur le net et sur les réseaux sociaux, il y a en ce moment beaucoup de... Oui, en ce moment, ils n'arrêtent pas. de ils ont fait une communication campagne. sur le cyberharcèlement, etc. Ça commence toujours comme ça avant d'arriver à faire quelque chose. Pour l'instant, ils en sont à ce point-là. Au niveau des formations, il va falloir que ça arrive, mais il va falloir aussi que ça bouge à l'intérieur du corps enseignant pour aller les demander, parce qu'on ne leur donnera jamais directement, parce que c'est quelque chose qui va demander des sous en plus. Donc il va falloir il va falloir aussi qu'au niveau du corps enseignant, on aille chercher les formations, qu'on aille demander les formations, sinon c'est quelque chose qui ne sera jamais donné. Après, ce dont tu parlais tout à l'heure, pour moi, le fait qu'il y ait une assoce extérieure qui vienne montrer aux gamins ce que ça fait quand il y a toutes les informations qui sont récupérées, etc. Je suis désolé, j'ai pas de gamin, je compte pas en avoir, mais moi ça me fait un peu peur ce que tu dis. Ça veut dire que n'importe quelle assoce, est-ce que c'est une assoce qui a été validée par je sais pas, un ministère, par quelque chose? Après, il me semble... moi, je peux pas répondre à cette question parce que moi, j'ai vécu ces formations. Est-ce que ça veut dire que pour qu'ils puissent récupérer les informations, il faut quand même que le collège, à la base, il leur file le prénom, nom minimum des gamins qui sont là? Non, ils ont simplement fait la recherche collège, machin. On peut le faire en temps réel, peut-être. Ouais, vous faire entendre, mais après, est-ce que ces assos qu'on fait rentrer, c'est pareil? Est-ce qu'elles ont réellement derrière, est-ce qu'elles ont une réelle compétence? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées par, que ce soit un ministère, que ce soit un pouvoir public, etc. On va faire rentrer non plus n'importe qui. Parce que là, on se sent dans l'urgence, je suis d'accord, on est dans l'urgence. Depuis un moment, on est dans l'urgence. Mais il ne faut pas pour autant, quand on a décidé de tous bouger, faire tout et n'importe quoi. Il faut quand même faire les choses carrées. Et il y a certaines choses que j'ai entendues là qui, pour moi, ça peut partir très très vite, un peu n'importe où. Que ce soit quand j'entends parler du oui, certes, ça fait perdre la liberté, mais c'est de la sécurité. Pour moi, à partir du moment où j'entends cette phrase-là, je me dis attention, stop, arrêtons là. On part vite dans autre chose. Et je suis d'accord, il faut faire quelque chose. Il y a un besoin de cadrer, en fait. Il y a un besoin de cadrer toutes les actions qui vont être faites. Et là, pour l'instant, parlons-en. Qui est-ce qui peut les cadrer et qui est-ce qui les cadre actuellement? Après, je sais que c'est inquiétant, mais techniquement, même un programmeur de niveau moyen comme moi, j'ai tes mails, j'ai ton compte Facebook, en 5 minutes, je vais trouver ton IP, je vais trouver où tu habites. Je sais le faire aussi. Voilà, tu sais le faire aussi vu que tu es dans la branche, mais au contraire, c'est bien qu'ils soient conscients que n'importe qui avec des compétences de programmation vont réussir à trouver toutes leurs données très rapidement. Je comprends. La façon de l'amener, c'est de la façon de l'amener et aussi qui le fait que je veux derrière. C'est que ce dont je parle derrière, c'est de la façon de l'amener et qui le fait. Est-ce que c'est des gens qui ont des réelles compétences, que ce soit en pédagogie, que ce soit au niveau du droit, etc. C'est ça, je te dis, quel est le cadre dans lequel on le fait? Je suis d'accord, quand c'est la gendarmerie, il n'y a pas de problème. Quand c'est des associations, normalement, elles peuvent avoir l'approbation. Je ne sais pas si au collège, c'est comme en primaire et au lycée, sur une intervention ponctuelle, d'habitude, la signature du chef d'établissement suffit. Là aussi, c'est pareil, c'est peut-être pas moi qui peux répondre, j'en sais rien. Ah, parce qu'il y a différentes procédures selon que c'est une intervention ponctuelle ou régulière, mais effectivement, il y a des procédures de validation. Mais je comprends ton inquiétude, parce qu'effectivement, il y a des parents qui s'inquiètent que des associations non formées pédagogiquement interviennent. Parfois, des
des associations financées par des grands groupes dont je ne serai pas le nom qui viennent faire de la pub, ça peut aussi choquer certains parents, je Ça, c'est comprends. interdit, hein. Normalement, ça doit être des associations qui n'ont aucun intérêt lucratif. En théorie. On a la Croix-Rouge, enfin, avec les écoles, en tout cas, on a la Croix-Rouge, les populaires, la gendarmerie qui vient aussi, enfin, des choses comme ça, normalement. À ce niveau-là, les risques de dérive sont encore... Il y a une législation. Mais il y a des choses qui est en train de se mettre en place contre quelque chose, il y a toujours des gens qui vont essayer d'en profiter. Et c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut dès le début cadrer le truc de façon à ce qu'il y ait pas de... Ça dépend. Si on est en Russie, je serais d'accord. En Russie, c'est vrai qu'en Chine... Attends, t'es en train de me dire qu'en France, personne... Peu importe, je veux dire, l'essentiel, c'est d'être dans un pays qui sait se protéger, parce que c'est bien beau de dire, voilà, il faut avoir peur des dictatures, c'est pas, des dictatures étatiques et machin, les discours que j'entendais, moi, quand j'étais, je veux dire, dans les années 70, machin, ouais... Non, ce qui compte, c'est aussi que la société puisse se protéger. Une société démocratique comme la nôtre a des garde-fous, a des contre-pouvoirs suffisamment puissants pour, lorsqu'il y a des dérives, et il y en a toujours dans toutes sortes de choses, faire les contre-pouvoirs. Cela dit, si on était dans un régime du style russe ou autre, là, effectivement, de toute façon, ils se foutent du harcèlement. Hein. C'est pas leur problème il est ailleurs. Nous, on a des problèmes de démocratie, justement, on est dans un pays qui a tellement de liberté, tellement de possibilités que ben voilà, les dérives, elles se font aussi dans l'autre sens. Hein. Ceux qui en profitent, c'est ceux qui profitent par exemple du laxisme. Ils profitent de la liberté pour justement du laxisme et des excès de tolérance qu'on peut avoir pour faire mal, en fait. Il faut bien reconnaître. Hein. Donc il y a un juste équilibre à trouver, moi c'est mon sentiment. Mais non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'assurais là-dessus, pas en France. C'est intéressant. Pour que ce soit cadré, je pense qu'il faut en parler. Pour que ce soit cadré, comme tu dis, je pense qu'il faut en parler. Oui, voilà, mais je pense que oui, c'est pour ça que je ne suis pas inquiet personnellement. Je ne me sens pas inquiet du tout. Qu'est-ce qu'on risque? Le problème est... Moi je préfère qu'on surveille effectivement les dérives des harceleurs en pistant leur adversité, les piratages. Il y en a qui trouvent ça très bien, le piratage. Moi je suis contre le piratage des œuvres cinématographiques, littéraires. Il y en a qui trouvent que c'est la liberté. Et souvent je me suis trouvé confronté en disant oui, c'est les dérives de la liberté, c'est anti-liberté justement. Quand on rentre dans l'anarchie, dans n'importe quoi, où n'importe qui peut rentrer dans un magasin, prendre un truc et s'en aller avec en disant c'est de la liberté. Tu vois, ça, on ne peut pas accepter. Et je trouve normal que la loi Adopi, par exemple, permette de dire attention, on vous surveille. Moi, je trouve ça personnellement très bien. Et pour le harcèlement, c'est le même problème. C'est une forme de dérive contre laquelle il faut lutter. Et parfois, en allant en allant chercher l'information, en pistant, et pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a fait la question. Merci, merci beaucoup.